Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Impact, votre magazine consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, une nouvelle cuisine pour une nouvelle vie. C'est l'histoire d'un ancien cuisinier de palace et d'une ancienne cadre de l'assurance qui décident de monter ensemble une cuisine solidaire, La Belle Gamelle. L'idée, embaucher des personnes précaires, mais aussi cuisiner pour des personnes précaires. On en parle dans une minute. Également dans cette émission, une question, quelles semences pourront être produites sur le sol français en 2050? Nous la poserons à nos deux invités alors que, selon la dernière étude d'AXA Climate, le changement climatique devrait menacer 6 hectares de semences sur 10 en 2050. Un enjeu de taille alors que la France est le premier pays producteur européen et le premier exportateur mondial. Et enfin, une plateforme dédiée à la gestion de carrière des femmes africaines et afro-descendantes. Les entreprises ont encore du chemin à faire et elles veulent les aider à davantage valoriser et donc recruter ces profils. Selon une étude Ipsos, en 2023, 91% des personnes noires se sentent victimes de discrimination en France. Je crois que j'ai tout dit. Bienvenue à tous dans Smart Impact. Des cuisines de palace aux cuisines d'insertion, c'est le virage plutôt brutal mais audacieux qu'a décidé de prendre Vincent Dautry, accompagné d'une ancienne cadre du secteur de l'assurance, Christine Merkelbach. Ensemble, ils se lancent dans l'aventure La Belle Gamelle, cuisine d'insertion professionnelle. L'objectif donc, ramener vers l'emploi des personnes fragiles qui en sont pour diverses raisons éloignées. Nous faisons le point aujourd'hui avec Christine Merkelbach qui nous accompagne, la cofondatrice et gérante de La Belle Gamelle. Bonjour Christine. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Bon, un mot d'abord, je l'ai dit un peu en préambule de l'émission, sur votre parcours, celui de votre associé. Vous venez tous les deux d'univers très différents de celui-ci. Comment s'est fait le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, là, je vais parler pour moi. Oui. Donc moi, ma première partie de carrière, j'étais dans les assurances. Donc c'est un secteur qui est un petit peu moins savoureux et goûteux que le monde de la cuisine. Et puis, donc, je manageais des grosses équipes. J'étais directrice de back-office. J'aimais vraiment tout ce qui était organisation du travail, management, réfléchir sur comment accompagner au mieux les collaborateurs et une forte appétence pour tout ce qui est service aux clients. D'accord. En revanche, j'ai eu envie de donner un peu plus de sens à ma vie professionnelle et d'être plus en cohérence avec mes valeurs personnelles. Et j'ai eu envie d'allier deux passions que sont la cuisine et le social. Et j'ai décidé de passer un CAP cuisine à l'école Ferrandi. Ouais, vous avez fait un CAP cuisine pendant combien de temps? 2 ans? Pendant 6 mois. 6 mois, d'accord. Un CAP cuisine pendant 6 mois. On va en reparler. Christine Merkelbach, vous êtes lancée en 2020 en plein Covid. C'était pas un peu risqué, ça? Franchement, avec le recul, c'était complètement kamikaze. Ouais. Complètement. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Qu'est-ce que ça fait que ça a marché? Je crois que c'est peut-être notre côté déterminé, qui a un vrai besoin. Il y a vraiment un gros besoin à la fois pour les personnes qu'on nourrit et à la fois pour les personnes qu'on embauche. Alors peut-être je vous raconte La Belle Gamelle. Alors allez-y, racontez-nous La Belle Gamelle. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je le disais un peu, cuisine d'insertion professionnelle. Donc vous employez des gens éloignés de l'emploi, c'est ça? Complètement. Ouais. Donc nous, on est une cuisine centrale, on est situé à Montreuil dans le 93 et on suit un double objectif. Un premier objectif qui est restaurer et le second insérer. Restaurer, on produit des plateaux repas pour des centres d'hébergement d'urgence, des foyers d'aide sociale à l'enfance. On a également un partenariat avec Sorbonne Université pour des étudiants en situation de précarité et toute forme de collectivité. Insérer, on a créé notre innovation sociale à La Belle Gamelle, le circuit court de la solidarité. C'est-à-dire qu'on embauche les personnes qui vivent dans les centres d'hébergement d'urgence pour lesquels nous produisons et vendons les repas. Donc vous allez les chercher là-bas, finalement. Exactement. Et on mène un travail très étroit, en partenariat avec ces centres d'hébergement d'urgence, avec les travailleurs sociaux de ces centres, pour accompagner ces personnes. Vous embauchez combien de personnes en ce moment? Aujourd'hui, on a 22 personnes en insertion et on est en train d'en recruter 2 autres. Et on est 32. Il y a 3 ans et demi, on était 6, on faisait 80 repas. Aujourd'hui, on est 32 et on en fait 1500. Et ces profils que vous allez chercher dans ces établissements-là, beaucoup ne travaillaient pas en cuisine avant. Comment ça se passe, la découverte de ce monde professionnel?
Donc, au-delà même de la cuisine, beaucoup sont des primo-arrivants. Aujourd'hui, on a 80% de réfugiés, donc qui, pour la plupart, ne parlent pas français quand on les recrute. Donc, il y a déjà la barrière de la langue. Ça, c'est la première barrière. On est 18 nationalités différentes. Et puis, beaucoup avaient des métiers dans leur pays d'origine qui sont très éloignés de ceux de la cuisine. Et certains deviennent après cuisiniers, mais d'autres, pas du tout. Donc là, il y a par exemple Issa qui va entrer dans une école d'informatique et qui va faire un apprentissage. Il y a Jean qui va partir dans un stage pour être coiffeur. Voilà, donc on a vraiment des métiers qui sont leur chemin, leur souhait à eux. Alors comment on procède concrètement au niveau de l'accompagnement social ? On est organisé en 3 ateliers. Un atelier lever les freins à l'emploi, dans lequel on va travailler sur tout ce qui est administratif, la sécurité sociale, France Travail, la CAF. Ça, c'est vous qui les accompagnez sur ces démarches-là. On les accompagne en collaboration étroite avec leurs travailleurs sociaux dans leur centre. Les cours de français, le logement. Ça, ce sont vraiment les freins principaux et permis de conduire. Ensuite, on a un deuxième atelier qui est lutter contre la fracture numérique. Donc là, ils ont des cours d'informatique avec un conseiller numérique qui est présent à la Belle Gamelle. Et ensuite, on a construire son parcours professionnel. Et là, on le fait de 2 façons. D'une part, avec eux. Quel est votre objectif professionnel, vos envies ? Est-ce que c'est en adéquation avec le marché français ? Est-ce que vos compétences vous permettront d'y arriver, ou quel est le chemin pour y arriver. Donc la Belle Gamelle, c'est un point de passage. Exactement, en fait, c'est un sas. C'est un sas. En fait, nous, on est une entreprise, quand quelqu'un part, on est hyper heureux. Ouais. Voilà, paradoxalement, quoi. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas, vous parliez de générosité tout à l'heure en parlant de ce secteur-là, de la cuisine. Pourquoi ce secteur-là serait particulièrement moteur de réinsertion, selon vous ? Qu'est-ce que ça crée que peut-être d'autres secteurs ne seraient pas capables de créer, justement, pour faire cette passerelle pour ces gens et les ramener vers l'emploi ? Qu'est-ce qui se passe en cuisine qui ne se passerait peut-être pas ailleurs ? En cuisine, déjà, c'est une équipe. C'est une équipe et on est obligé d'être solidaire. On ne peut pas faire 1500 repas avec une seule personne. Donc, on doit travailler ensemble. Il y a des tâches qui sont lourdes, il y a des tâches qui sont difficiles. Donc, il y a aussi de la solidarité qui se met en place. Et puis c'est ce qu'on produit. Manger, c'est quelque chose d'universel. Et ce qu'on fait aussi à la Belle Gamelle, c'est qu'on crée les menus avec les personnes qui constituent l'équipe. Donc, notre carte, elle ressemble à notre équipe. Vos menus sont à l'image, c'est ça, des profils qui travaillent pour vous. Vous parlez de nationalité, vous pouvez nous donner quelques exemples de ces Alors, il y a primo-arrivants. Érythrée, Éthiopie, Somalie, Libye, Roumanie, Haïti, Algérie, Maroc, Sénégal, Mali, France. Et tout le monde travaille très bien Afghanistan. Oui. Et c'est assez magique. Alors parfois il y a des tensions, ça reste une cuisine et ça reste un lieu de travail. Mais il y a une solidarité qui est vraiment, vraiment très importante. J'ai vu, Christine, que vous aviez choisi le statut de société coopérative d'intérêt collectif. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte, ça ? Alors, au-delà de qu'est-ce que ça apporte, pour nous, c'est vraiment un choix. Et on a eu envie de créer une entreprise qui soit une alternative au monde économique classique, où on est convaincu que le travail et l'entreprise... C'est pas vraiment le monde économique, c'est pas vraiment le monde associatif, c'est ça, c'est une espèce d'entre-deux. C'est pas un entre-deux, on est une entreprise à part entière. Nous, on travaille et on produit, et les personnes sont embauchées et ont un salaire. On est tous salariés, mais l'entreprise appartient à ceux qui travaillent. Et donc, nous, on est une SIC, une coopérative d'intérêt collectif. Donc, on a les différents partenaires qui sont dans la coopérative. Donc, en fait, la gouvernance, elle est collective. Et elle œuvre à l'intérêt général. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce que vous avez remporté le prix de l'entrepreneur environnemental et social 2024 du Boston Consulting Group. C'est quoi l'objectif maintenant, Christine ? C'est de changer d'échelle ? Exactement. Exactement. Donc là, on a un objectif qui est double. D'abord, on n'a que 3 ans d'existence. Donc, c'est de consolider notre existant. Et puis ensuite, d'essaimer ce modèle qui aujourd'hui fait ses preuves à la fois au niveau de la restauration. Ce qu'on fait, c'est dans un budget restreint, c'est bon et c'est varié. Et puis, les personnes qu'on insère, on a vraiment un beau taux de réussite et on a des beaux partenariats à la fois avec du secteur privé et public. Et donc, on a un souhait de continuer à faire d'autres belles gamelles parce qu'on croit aussi que ce modèle, il doit avoir une taille limitée
Oui. pour que ça reste à taille humaine et qu'une des premières choses... Pour l'instant, on resterait au sein du 93, c'est ça? On resterait en Seine-Saint-Denis? Non, pas forcément. Alors, au niveau de nos clients, on est sur toute l'Île-de-France. D'accord. Mais on peut très bien avoir une belle gamelle à Paris ou dans d'autres villes de l'Île-de-France. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De continuer à bien manger et plus la marmite bout et plus l'insertion fleurit. C'est beau cette phrase. Merci beaucoup Christine Merkelbach d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes la cofondatrice et donc gérante de La Belle Gamelle, cette cuisine de réinsertion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Impact. Tout de suite, c'est donc l'heure du débat RSE. Smart Impact, le débat RSE, aujourd'hui les conséquences du changement climatique sur la production de semences. Les semences, ce sont les graines qu'on sème, c'est bien de le rappeler. AXA Climate, à la demande de SEMAE, l'interprofession des semences et plants, vient de réaliser une étude sur l'évolution de plusieurs filières françaises de production de semences. Sans vous spoiler complètement, on peut parler d'une forte augmentation des risques entre 2030 et 2050 liés à la chaleur, au manque d'eau notamment. On en parle aujourd'hui avec nos deux invités. Franck Prunus nous accompagne, il est le directeur des services à la filière SEMAE, donc cette interprofession des semences et des plants. Bonjour Franck Prunus. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Impact. Luc Jacquet nous accompagne également, agriculteur multiplicateur dans l'Yonne et vice-président de la FNAMS, la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences. Bonjour Luc Jacquet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. On va faire un peu de pédagogie, Franck Prunus, si ça ne vous dérange pas rapidement. C'est quoi la production de semences, très concrètement? Alors c'est relativement simple. Tout ce que vous mangez, à peu près, vient d'une semence. Puisque tout est issu d'un végétal, même si c'est un steak, au départ, finalement, il y a bien l'herbe qu'a mangé la vache. Et c'est pareil pour la carotte, l'huile de votre tournesol, pareil. Tout ça vient d'une semence. Donc la semence est absolument fondamentale et la base de toute l'alimentation, mais aussi des paysages et des écosystèmes. Donc c'est un élément fondamental. C'est le produit qui va régir à peu près tout ce qui concerne, comme je le disais, essentiellement nos alimentations. Donc, produire des semences, c'est l'acte fondateur de cette démarche. Et c'est un problème de quantité à la base et de qualité. Puisque quand on crée des semences, le but du jeu, c'est d'en avoir assez pour que les agriculteurs puissent produire notre nourriture, mais qu'elles soient aussi qualitatives et qu'elles commencent par germer, tout simplement. Merci pour cette explication. Luc Jacquet, je le disais, je vous ai présenté comme agriculteur multiplicateur. C'est vrai que la filière, elle regroupe plusieurs catégories d'acteurs, celles qui produisent les semences, les multiplicateurs. Est-ce qu'on peut faire un point là-dessus? On arrêtera peut-être après pour la pédagogie, Luc Jacquet, mais c'est quand même bien de faire un point aussi. C'est quoi un agriculteur multiplicateur? Voilà, expliquez-nous rapidement. Alors en fait, il y a les établissements qui créent la génétique, qui créent la semence, les nouvelles variétés, nous donnent à semer leur production, leurs semences, et comme un cycle de production classique pour du grain, pour faire de la farine par la suite, lors de la récolte de cette graine-là, on la revend à notre demandeur d'ordre, notre établissement, et avec cette graine-là, il la trie, il la travaille un petit peu pour la revendre à nos collègues agriculteurs. Donc plusieurs acteurs, et c'est important de le préciser. Franck Prunus, pourquoi la SEMAE elle a commandé cette étude? Qu'est-ce que vous cherchiez à savoir? Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Alors, le rôle de SEMAE, qui est l'interprofession des semences, donc qui fédère tous les acteurs qui sont concernés par le sujet, c'est entre autres, d'anticiper et de réfléchir à l'avenir. Donc parmi tous les sujets, il est évident que le sujet des dérèglements climatiques, on ne pouvait pas passer à côté, il est essentiel. Pourquoi ? Parce que c'est toujours ce même objectif, être en capacité de s'assurer que notre filière arrivera toujours à produire les semences en quantité et en qualité pour nourrir les Français, et plus que ça, puisque la France a cet atout, c'est que nous sommes extrêmement exportateurs. En plus de produire pour les Français, on produit beaucoup plus, puisqu'on est premier exportateur mondial dans ce domaine. On va en parler. Pour rester sur ces effets du réchauffement climatique, vous, ça fait combien de temps que vous les constatez déjà actuellement ? Alors, nous, je dirais que c'est presque plus les agriculteurs comme Luc qui pourraient en témoigner, mais on a déjà des retours fréquents d'agriculteurs depuis 5-10 ans sur le fait que des pratiques doivent changer, que les espèces ou les variétés sont plus toujours totalement adaptées. Donc il y a un travail, un continuum dans la recherche, puisque c'est un secteur dans lequel il y a énormément d'innovation. Il y a un continuum dans la recherche pour justement adapter les variétés et retrouver celles qui l'ont été pour réussir à contrer ou atténuer les effets indésirables de ce dérèglement.
Luc Jacquet, oui, c'est vrai. Est-ce que vous les constatez déjà, finalement, ces effets du réchauffement climatique? Et voilà, vous parliez de variété. Je ne sais pas, la vulnérabilité, elle est aussi propre à chaque filière, chaque stade de développement. Voilà, c'est pas tout le monde peut-être qui constate exactement les mêmes effets pour l'instant. En effet, les effets sont très variables d'une région à l'autre, d'une production à l'autre. Je suis dans une zone, ce qu'on appelle intermédiaire, avec peu de réserves d'eau dans le sol. Et en fait, dès qu'il y a pendant 15 jours ou un mois d'un stress hydrique, enfin sans pluie, on voit l'impact tout de suite sur la culture. Ces effets-là, moi, je les ai observés. Enfin, le premier à coup, c'était en 2003, lorsqu'il y a eu un gel complet des cultures d'automne, donc les blés, les orges, en mois de décembre, janvier. Un deuxième coup en février, et ensuite il y a eu une sécheresse, ce qui fait que la récolte 2003 était catastrophique. Et puis voilà, ensuite, au fur et à mesure des années qui se sont écoulées, j'ai eu plusieurs accidents climatiques, de la grêle, alors que j'en avais jamais eu. Et voilà, au bout de 10 ans, un constat que l'on faisait avec mon père, c'est que en 10 ans de carrière, j'avais plus d'accidents climatiques que tout au long de la carrière de mon père. Ça, c'était le premier constat. Et voilà, 2008, je me dis, bon, le réchauffement climatique, ça existe bien. On est particulièrement sensible dans certaines régions. Et on a essayé de mettre des adaptations techniques avec des changements de pratiques, ce qu'on appelle le semi-direct sous couvert, pour essayer de conserver un maximum de temps la fraîcheur. Ça, c'est intéressant. Vous avez déjà essayé, évidemment, de vous adapter, de trouver des solutions. On va y revenir. Franck Prunus, la première chose dont a parlé Luc Jacquet, c'est l'eau. Je crois que cette étude nous dit justement que la disponibilité de l'eau, c'est presque le risque numéro 1. C'est ça, aujourd'hui et demain, pour les semences. Très clairement, à travers l'outil que nous avons développé, on est en capacité d'analyser la problématique à aujourd'hui, à 2030, 2040, 2050, et sur des zones géographiques très serrées. Donc on voit une hétérogénéité énorme, mais on voit quand même un élément qui ressort de façon générique. Ça, c'est celui qui concerne tout le monde, presque. Clairement, c'est l'eau. C'est pas une surprise extraordinaire, malheureusement. Si on mesure ça en niveau de risque, on considère que l'eau représente la moitié du risque inhérent à la production de semences sur le territoire français. Et ça, aujourd'hui, c'est déjà le cas, et ça sera encore plus sensible sur 2030 et 2050. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à aujourd'hui, le deuxième risque le plus prégnant, c'est les problèmes de gelée. Donc vraiment des problèmes de froid qui arrivent essentiellement au printemps. Regardez cette semaine, je crois que c'est parlant. Mais dès 2030 et a fortiori à 2050, le deuxième risque derrière l'eau, ça sera bien la sécheresse. Donc les problématiques de température très élevées qui elles aussi entreront des grilles de plantes, tout simplement. Luc Jacquet a commencé à parler de solutions aussi, de choses que font déjà aujourd'hui ces agriculteurs multiplicateurs. Vous, Franck Prunus, on commente cette étude, on fait le constat, et ensuite derrière, qu'est-ce qu'on fait, vous, en tant que responsable? Est-ce que les solutions, vous les avez déjà? Je ne sais pas, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut faire là actuellement? Alors, nous, en tant qu'interprofession, notre principe, c'est de regrouper tous les acteurs pour qu'on en discute ensemble, et que les solutions, elles sortent de façon réfléchie et commune. Et les pistes, elles sont évidentes. Il y en a qui sont agronomiques, changer certaines pratiques agricoles, d'autres qui vont être génétiques, apporter des nouvelles variétés qui s'adaptent à ces problématiques, plus résistantes à la sécheresse, évidemment, mais aussi, on oublie... Ça existe ? Mais c'est déjà un gros travail qui est fait par les sélectionneurs de variétés, d'avoir des plantes qui sont de plus en plus résilientes à ces problématiques-là. Mais aussi, par exemple, demain, on va voir arriver des nouveaux ravageurs, des nouveaux insectes qui vont venir manger nos cultures, ou des nouvelles maladies, des champignons. Et ça, il faut aussi s'adapter. Et donc là, ça peut aussi être une solution apportée par la génétique que d'avoir des plantes qui résistent sans avoir besoin de leur apporter des béquilles chimiques, par exemple, et qu'elles se débrouillent toutes seules. Alors, il y a ces pratiques agronomiques, il y a ces pratiques variétales, mais il y en a d'autres. Ça peut être aussi des évolutions réglementaires, de la diffusion de bonnes pratiques, parce que Luc en a parlé, tout le monde n'a pas forcément intégré ces éléments-là. Donc il y a aussi un gros travail de pédagogie, d'accompagnement, d'essai pour mettre en place des solutions qui puissent fonctionner. Qui plus est, comme les problématiques ne sont pas les mêmes partout, il va falloir avoir à peu près à chaque endroit et pour chaque espèce des solutions à apporter. Il n'y a pas de solution générique, il n'y a pas de miracle. Luc Jacquet, vous êtes d'accord avec ça? Des solutions pour chaque variété, chaque territoire. Les solutions, vous les avez, il faut juste les mettre en place, les adapter, anticiper.
On a quelques solutions que l'on cherche, qu'on essaie d'ajuster nos pratiques, mais il n'y a rien, comme disait Franck, il n'y a rien de garanti. Chaque espèce que l'on cultive, on a une méthode un petit peu différente, donc c'est que de l'ajustement en permanence. Et comme on dit, c'est un vieux dicton qui a toujours existé, les années se suivent et ne se ressemblent pas, donc on n'a pas de formule miracle. Heu, Ni sur un territoire, ni sur un autre, et la diversité de l'agriculture en France et à travers le monde fait que nous sommes tout le temps en train de chercher des solutions nouvelles. Vous parliez de la place de la France, Franck Prunus. C'est vrai qu'à terme, c'est quoi? C'est la souveraineté française pour certaines semences qui pourrait être menacée? Ah, complètement. Oui. Complètement. Là, notre sujet est complètement lié à cette fameuse souveraineté alimentaire. C'est un objectif, mais je tiens à préciser quand même que ce travail, on ne va pas que noircir le tableau. Il nous apporte aussi quelques éléments intéressants. C'est que, à aujourd'hui, on a un paysage français qui est ainsi fait avec une localisation des productions. Cet outil, il nous permet aussi d'identifier des endroits où aujourd'hui une espèce n'est pas produite, où elle pourrait l'être demain. Donc, il y a aussi des possibilités. Ou, inversement, une région sur laquelle on ne peut plus produire une espèce, on pourra peut-être en produire une autre. Donc on voit aussi des opportunités qui se lèvent et enfin peut-être la possibilité de voir la possibilité de produire des espèces qui ne le sont pas sur le territoire français à aujourd'hui. Le changement, il est possible là d'ici à 2050, puisque là, c'est les résultats si jamais rien n'était fait. Hein, on est d'accord. Alors, cette c'est étude toute chose égale par ailleurs. Voilà. Voilà, c'est-à-dire si justement là, les mesures que l'on a fait qui sont assez alarmantes, c'est si on fait rien. Et le but du jeu, c'est de trouver les moyens de se donner pour, à minima, atténuer ces problématiques. Pour rester le premier producteur européen, le premier exportateur mondial. Mondial, effectivement. Luc Jacquet, pareil, vous êtes d'accord avec ça, avec Franck Prunus? Totalement. On doit vraiment faire évoluer nos pratiques et pour pouvoir répondre aux attentes des marchés. Et faire de la pédagogie, Franck Prunus, peut-être, c'est vrai que je le disais en début d'émission, on a commencé en disant que c'était peu connu finalement cette filière, cette production de semences. C'est pour ça qu'on vous invite aussi aujourd'hui. C'est important d'en parler. La souveraineté alimentaire, on en a beaucoup parlé avec les agriculteurs ces derniers temps. C'est important de parler des semences. Ça nous paraît essentiel, comme je vous l'ai expliqué au début, parce que c'est à l'origine de tout, et aussi parce que c'est un secteur qui va apporter beaucoup de solutions. C'est pas un secteur qui apporte des problèmes, il apporte plus des solutions. Donc autant les utiliser, les mettre en place. Et c'est aussi un secteur, si on revient à des aspects purement économiques, c'est un secteur qui embauche, c'est un secteur qui a besoin de bras et qui est méconnu aussi des jeunes. Donc nous avons aussi beaucoup d'actions pédagogiques pour faire connaître les métiers de cette filière, parce qu'il y a des très beaux métiers dans ce secteur-là et qui cherchent des preneurs. Vous parliez de réglementation aussi. Je vais terminer avec Luc Jacquet en quelques secondes. Si jamais vous deviez demander quelque chose, une mesure aujourd'hui gouvernementale sur ce sujet, ce serait quoi, Luc Jacquet? Sur le climat, le gouvernement ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est relancer le débat sur l'irrigation, si ce n'est nous autoriser à faire évoluer nos pratiques au niveau, enfin, Quand vous parlez vraiment d'autorisation, voilà, enfin, pour pouvoir arroser, pour pouvoir faire des réserves d'eau, parce que voilà, cet hiver, on a constaté dans quasiment toute la France des volumes d'eau énormes. Malheureusement, ça repart à la mer. On ne peut pas les conserver, ces volumes. Ça, c'est le premier facteur. Ensuite, il y a nos pratiques qui doivent évoluer. Comme disait Franck, il faut beaucoup de pédagogie vers les collègues pour pouvoir apporter quelques solutions. Mais ces solutions, elles ont des conséquences, notamment dans l'ensemble de nos pratiques. En fait, l'agriculture, on est loin de l'industrie où on maîtrise complètement les paramètres en industrie. L'agriculture, le climat influe beaucoup sur le sol, sur la biodiversité, et donc sur nos pratiques. Et nous faisons de l'ajustement en permanence. Alors pour revenir à la réglementation, à ce que vous pourrez faire l'État, c'est nous laisser un peu plus d'amplitude pour pouvoir travailler et pouvoir s'adapter à ces changements climatiques.
faire davantage confiance, c'est ça, c'est ce que pourrait faire l'État demain, Franck Prunus? Faire davantage confiance aux acteurs de la filière. Mais les acteurs se sont largement pris en main depuis longtemps dans ce secteur-là. Il y a un énorme savoir-faire français, il y a des compétences, il y a des dynamiques économiques, il y a des très belles entreprises. Il y a beaucoup d'acteurs sur tout le maillage du territoire. C'est aussi bien de la multinationale que des acteurs locaux, voire cantonaux. Donc il y a vraiment un savoir-faire qui a besoin d'être local et qui l'est aujourd'hui. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Franck Prunus de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le directeur des services de la filière SEMAE, Luc Jacquet, agriculteur multiplicateur dans Lyon et vice-président de la FNAMS. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir dans Smart Impact. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Aïda Aïcha Bodian, fondatrice d'Afro Bloomy, une plateforme dédiée à la gestion de carrière des femmes africaines et afrodescendantes. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Cette plateforme, je crois qu'elle n'est pas encore vraiment en état de marche. Quand est-ce qu'elle sera efficiente alors? Oui, justement, on est en train de préparer le lancement on va le faire dans les prochains mois. Mais peut-être je vais raconter un peu comment c'est né. Est-ce que vous avez déjà fait des tests peut-être déjà? Oui, voilà, bien sûr. On a eu des moments où en fait on a échangé, fait des questions, des interviews aux femmes, différentes femmes afrodescendantes. D'accord. Et en fait, on avait constaté ces problématiques liées en fait à l'évolution des carrières. Oui. Et c'est de cela en fait qu'on a avancé. Voilà, le constat de départ, c'est ça en fait, c'est de se dire que certaines femmes afro-africaines, afrodescendantes, rencontrent des difficultés dans le monde du travail, tout simplement. Oui, justement. En fait, Afro Bloomy est né de ce constat simple, c'est qu'en fait, malgré les progrès dans divers domaines, les femmes afrodescendantes sont encore confrontées à des inégalités et à des obstacles en fait, qui freinent leur épanouissement professionnel et personnel. Et en fait, partout dans le monde, en fait, ces femmes font face à une expérience commune qui montre les défis auxquels elles sont confrontées. Et ces défis, en fait, sont liés à l'inégalité des chances, par exemple, à la limitation des choix de carrière et en fait, à la persistance des préjugés. Est-ce que vous, ça a été votre cas? Est-ce que ça part aussi d'une histoire personnelle? Ces obstacles-là, vous les avez vous aussi rencontrés? Oui, moi j'ai grandi en Italie du coup en fait, et pendant mon évolution personnelle aussi de carrière, en fait j'ai rencontré différentes difficultés. Et c'est toujours en fait par rapport à ce que les gens voyaient sur moi qui limitaient un peu, en tout cas diriger certains choix. Ce serait quoi alors l'idée de cette plateforme? À quoi ça va ressembler exactement? Je crois qu'il y a un peu un aspect réseau social aussi, c'est créer une communauté, c'est ça, de ces femmes. Il y a cet aspect échange et puis il y a aussi l'aspect, très concrètement pour les entreprises, pour pouvoir trouver des profils intéressants, c'est ça? Oui, justement, en fait, la plateforme travaille principalement sur 4 piliers. Un espace communauté, des formations, un suivi personnalisé et des événements. Du coup, pour faire simple, en fait, la plateforme abrige une communauté où les femmes afrodescendantes peuvent se connecter, peuvent échanger et se soutenir d'une façon mutuelle. On intègre aussi justement les masterclass qui couvrent en fait différents sujets. On passe de la communication efficace au leadership, à l'éducation financière. Et justement, on met aussi l'accent sur le suivi personnalisé. Du coup, on propose aussi un service de mise en relation avec un réseau d'experts, notamment des coachs, pour avoir des conseils précieux. Et enfin, on donne vraiment importance aux liens humains. Et c'est pour cela, en fait, aussi qu'on structure des éléments de rencontres dédiées. Vous disiez, malgré les progrès, les entreprises ont quand même un peu progressé et malgré tout, elles ont encore du chemin à faire? Oui. On peut le dire, oui, justement. En fait, en France, justement, alors qu'on compte plus de 1,7 million femmes afrodescendantes,
plus de 37 d'elles, en fait, ont déclaré d'avoir vécu un épisode de discrimination. Oui. Et justement, c'est là, en fait, qui revient ma réflexion, c'est-à-dire comment aujourd'hui on peut combler cette manque d'opportunités, l'absence de réseau, le sous-emploi et tout simplement, en fait, la sous-représentation de ces femmes dans les entreprises, mais aussi dans la société en général. Bon, créer ce réseau, créer cette communauté, c'est ce que vous essayez de faire avec Afro-Bloomy. On vous souhaite un bon lancement alors de la plateforme. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui sur le plateau de Smart Impact. Aïda Ichabodjian, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Cyrielle Chazal qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Impact. À très vite, salut.